merci, me revoilà. Donc j'ai ramené mes petits post-it au cas où, des passages que je veux retenir. Je m'excuse d'avance pour le bruit parce que ça m'étonnerait plutôt que mes voisins ne cessent de faire du bruit, ne serait-ce que pour 30 minutes parce que j'ai jamais vu des gens aussi bruyants. Bon bref, je vous conseille de pas lire en même temps que moi le livre, enfin ce qu'il y a écrit parce que faut savoir que je lis très doucement, très lentement, ça va vite vous saouler. Ok, alors les abréviations, est-ce qu'on les lit? On va les lire. Donc on a le AADUF, ATUF, All African Trade Union Federation, AADC, African and African Descendant Causes, ABB ou ABE, African Blood Brotherhood for African Liberation and Redemption, ACS, American Colonization Society, AEC, African Economic Community, ARDA, Association des étudiants du Rassemblement démocratique africain, ALCSC, African Liberation Support Committee, AIM ou AMI, African Methodist Episcopal, AMES, African Methodist Episcopal Zion, AMASC ou AMESC, American Society of African Culture, ANC, African National Congress, ANLC, American Negro Labor Congress, APU, African Progress Union, ASA, African Studies Association, ADOR, African Times and Orient Review, AU, African Union, ASAPO, Azanian People's Organization, BET, Black Experimental Theater, BLF, Black Liberation Front, BBM, Black Panther Movement, PPP, Black Panther Party for Self-Defense, PRP, Black Renaissance Project, PUFP, Black Unity and Freedom Party, PWP, Black Workers Project. Waouh, il y en a encore beaucoup. En fait, on va pas toutes les lire, mais si jamais il y a des abréviations qu'on connaît pas et que je trouve que c'est utile de revenir là-dessus, on reviendra. Donc je vais mettre un petit post-it. Il y en a énormément. Waouh, ok. Remerciements. Il a souvent été dit que tout ouvrage de recherche historique est une œuvre collective impliquant non seulement l'auteur, mais aussi de nombreuses personnes et institutions. Je veux donc profiter de cette occasion pour remercier tous ceux et celles qui ont apporté leur contribution. L'idée de ce livre m'est venue pour la première fois à l'époque où j'enseignais le panafricanisme à des étudiants du premier cycle. J'ai pu me rendre compte à cette occasion qu'il existait très
recherche. Je suis particulièrement reconnaissant envers Anna O'Neill, Jeanne Rackstraw, Wendy Ellison, Sue Booker et les autres membres du personnel de la bibliothèque de l'université de Chichester, qui ont la charge de répondre à mes nombreuses demandes d'articles et de livres. Plusieurs collègues ont également eu la gentillesse de partager avec moi leurs connaissances et leurs résultats de recherche, avec une mention spéciale pour l'aide et le soutien constant de mon amie Marika Sherwood. Je remercie également cette dernière d'avoir eu l'amabilité de corriger les nombreuses coquilles présentes dans le texte. Un grand merci également à Keisha N. Blaine, Michael Coppel, Elisa Larkin, Nascimento. John Monroe, Saki Nakao et Amilcar Paera. Je voudrais aussi remercier Zainab Abbas, Abdul Al-Kalimat, Kathleen Cleaver, Anthony Doughton, Olivia Candison et Teslim Omipitan de leur aide concernant les photos présentées dans cet ouvrage. Enfin, je tiens à rendre hommage à ma femme Esther pour son soutien crucial et indéfectible dans les bons comme dans les mauvais moments. Sans l'aide et le soutien de toutes ces personnes et de d'autres, ce livre n'aurait pas pu voir le jour. Introduction. En mai 2013, l'Union africaine UA, organisme regroupant l'ensemble des États africains, a tenu son 20e sommet, 50 ans après la naissance en mai 1963 de sa devancière, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. L'UA, qui avait alors à peine 10 ans, a adopté le thème du panafricanisme et de la renaissance africaine pour ce sommet anniversaire. À cette occasion, une publication spéciale de l'UA rappelait que, je cite, le panafricanisme est une idéologie et un mouvement incitant à la solidarité entre les populations africaines du monde entier et qui repose sur la conviction que l'unité est constructive du progrès économique, social et politique et vise à unifier et encourager les personnes d'ascendance africaine. L'idéologie affirme l'idée que les peuples et pays africains sont indissociablement liés. En définitive, le panafricanisme peut être défini comme la certitude selon laquelle les peuples africains et d'ascendance africaine partagent non seulement une histoire commune, mais aussi un destin commun. Rien ne pourrait mieux illustrer cette certitude de l'UA elle-même, une organisation constituée par 55 États du continent, auquel s'ajoute sa diaspora, désignée comme une 6e région de l'UA. La diaspora se compose de personnes d'origine africaine vivant en dehors du continent, indépendamment de leur citoyenneté et de leur nationalité, qui ont disposé à contribuer au développement du continent et à leur construction de l'Union africaine. Selon le magazine Echo de l'UA, on peut considérer que le panafricanisme a des objectifs à la fois gouvernementaux et populaires et englobe les pensées de personnalités telles que Kwame Nkrumah et Muammar
et sont apparus sous diverses formes, comme Mohamed Ali, le célèbre sportif afro-américain, l'a dit dans un discours à l'université Howard en 1963. Tout ce qui est bon et fait autorité est devenu blanc. Nous regardons Jésus. Nous voyons un blanc aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Nous regardons tous les anges. Nous voyons du blanc avec des cheveux blonds et des yeux bleus. Nous regardons Miss America. Nous voyons du blanc. Nous regardons Miss Monde. Nous voyons du blanc. Nous regardons Miss Univers. Nous voyons du blanc. Même Tarzan, le roi de la jungle en Afrique noire, est blanc. Petite pause, je vais boire un petit peu d'eau. Attendez, je mets un truc. Hop. Petite pause. Hop. Reprendre. Alors attendez, on va mettre un petit post-it. Alors vous savez que j'ai un code couleur pour mes post-it. Désolée pour la petite pause. Et le jaune, c'est ce qui me fait rire. Le bleu, en fait là j'ai mis une couleur au pif tout à l'heure, mais le bleu clair, ça veut dire que ça m'a ému. Et le bleu foncé, je sais plus ce que ça veut dire. Bref. Ces préjugés concernant la supériorité des Européens blancs sur les Africains ont perduré et ont une influence significative sur les attitudes envers l'Afrique et les Africains. En 2007 encore, le président français Nicolas Sarkozy, dans un discours désormais tristement célèbre, affirmait avec arrogance que, je cite, « le drame de l'Afrique est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire ». Il ajoutait que pendant des milliers d'années, il n'y avait aucune place pour l'idée du progrès en Afrique. Ce point de vue largement condamné, et pas seulement en Afrique. Ce point de vue largement condamné, et pas seulement en Afrique. Cependant, il rappelait beaucoup celui d'un soi-disant éminent historien anglais, Trevor Robert, professeur Regius d'histoire de l'université d'Oxford, dans un discours prononcé il y a une quarantaine d'années, lors d'une conférence publique à l'université de Sussex en octobre 1963. Il avait déclaré, ouvrez les guillemets, « Peut-être qu'à l'avenir, il y aura de l'histoire africaine à enseigner, mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas, ou très peu. Il n'y a que l'histoire des Européens en Afrique. Le reste est largement dans les ténèbres, comme l'histoire de l'Amérique pré-européenne et pré-colombienne. Et les ténèbres ne sont pas un sujet
diaspora. Je ne vois aucune raison d'adopter la proposition faite par George Shepperson il y a plusieurs années, selon laquelle le panafricanisme en lettres majuscules ne devrait être cité que pour faire référence au grand congrès principalement organisé par Webb Dubois, entre parenthèses 1868-1963, à partir de 1919, ainsi que d'autres manifestations telles que la conférence panafricaine des peuples de 1958, alors qu'il doit être présenté sans majuscule en référence, par exemple à la négritude et au garvéisme, ainsi que pour les mouvements et les tendances panafricains qui n'ont pas de relation organique avec la variété P majuscule. Dans mon entendement, au contraire, le panafricanisme pourrait plutôt être comparé à un fleuve constitué de nombreux ruisseaux et courants. L'internationalisme noir. Ces derniers temps, dans un certain milieu universitaire, surtout aux États-Unis, il est désormais bon ton d'utiliser l'expression internationalisme noir au lieu de panafricanisme. Ainsi, selon les auteurs du texte phare sur l'international noir, l'internationalisme noir renvoie surtout à ces luttes qui, j'ouvre les guillemets, bien que menées principalement dans des lieux spécifiques, fermez les guillemets, étaient, ouvrez les guillemets, sciemment liées à la notion globale de la libération des Noirs, fermez les guillemets. L'internationalisme noir, affirme-t-il, est au cœur de, ouvrez les guillemets, l'idéal d'émancipation universelle, fermez les guillemets. Cependant, leur manière de présenter le garvéisme et le Black Power, entre autres exemples, de telles luttes rend difficile toute dissociation constructive et internationale noire et constructive de l'internationalisme noir, du panafricanisme. J'ai rien compris, je relirai après. Bref. Dans un texte fondateur, Brent Hayes Edward fait remonter la formation de ce qu'il appelle l'internationalisme noir à la période qui suivit la Première Guerre mondiale et suggère que la France, et en particulier Paris, fut un important terrain d'émergence des bouillonnements culturels de l'internationalisme noir. Cependant, même dans ce cas, il ne fait aucun doute que ces bouillonnements d'après-guerre, notamment la Harlem Renaissance et la négritude, ont eu
rationalisme noir a été très utilisé par d'autres écrivains ou même par des activistes. Le terme panafricaniste a été et reste préféré et sera utilisé tout au long de cette enquête historique. Les précurseurs. Avant l'apparition des concepts de panafricanisme et de panafricain à la fin du XIXe siècle, des membres de la diaspora africaine se concertent dès le XVIIIe siècle pour mener de diverses actions venant à combattre le racisme et à faire campagne pour mettre fin au rapt et à la traite négrière ou encore pour organiser le rapatriement en Afrique. Ainsi, en Grande-Bretagne, il semble qu'il y ait eu plusieurs initiatives officieuses avant que les abolitionnistes africains sous la houlette de Oloda Equiano entre parenthèses 1745-1797 et Otoba Cucuano 1757 jusqu'à on ne sait pas, fondent l'organisation Sons of Africa dans les années 1780 dans le but de mettre fin à la participation de la Grande-Bretagne au trafic transatlantique d'esclaves africains. Les Sons of Africa semblent avoir été l'une des plus anciennes organisations panafricanistes. Ces membres venaient de différentes régions d'Afrique de l'Ouest, mais en conséquence de l'esclavage et de l'immigration forcée, ils se trouvaient en Angleterre où ils se regroupèrent pour trouver des solutions à leurs problèmes communs. Les Sons of Africa envoyaient des lettres à la presse, faisaient pression sur le Parlement, s'adressaient collectivement aux Quakers et coopéraient avec d'autres abolitionnaires et activistes radicaux dans le cadre d'une vaste campagne contre la traite négrière et pour le respect des droits de tous. Outre-Atlantique, l'abolitionniste Prince Hall vers 1738-1807 et d'autres fondèrent en 1787 à Boston la première loge maçonnique africaine en Amérique du Nord, comme moyen de lutte contre le racisme et à des fins d'entraide avec une claire orientation afrocentriste. Par la suite, Hall mit en place des loges à Philadelphie et dans l'État de Rhode Island et il prit fait et cause pour les initiatives de retour en Afrique de certains Afro-Américains, tandis que d'autres Africains de cet État mettaient aussi en place divers types d'organisations fraternelles. 3 ans plus tard, naissait à Philadelphie et à Baltimore un mouvement de l'Église africaine issu de la Free Africa Society Movement, Free Africa Society, fondée à Philadelphie par Richard Allen 1760-1831 et Absalom Jones 1746-1818 en réaction au racisme qui régnait au sein de l'église méthodiste. L'église méthodiste épiscopale africaine AME est le résultat le plus remarquable des actions du mouvement qui avait émergé dans d'autres villes d'Amérique du Nord et qui, grâce à l'activisme de Daniel Walker 1780-1848 et d'autres, s'étendit rapidement à la Sierra Leone en Afrique de l'Ouest. Un mouvement baptiste africain avait déjà créé à Savannah dans les années 1970, avait déjà été créé à Savannah dans les années 1770 et certains de ses adeptes avaient par la suite fondé des églises de ce type au Canada et dans les colonies des Caraïbes. George Liel 1750-1820, parfois désigné comme missionnaire baptiste, fondateur de l'église baptiste éthiopienne
amérindienne en Jamaïque en 1793 en est un exemple notoire. Ce qui est remarquable à propos de ces premières initiatives, c'est qu'elles s'identifiaient formellement à l'Afrique et étaient souvent doublées d'activités visant à refuser l'idéologie raciste dominante de l'époque, selon laquelle les Africains sont inférieurs aux Européens, ou même qu'ils sont des sous-hommes faits pour l'esclavage. Absalom Jones évoqua spécifiquement les liens existants entre les Africains et leur diaspora dans l'un de ses plus célèbres sermons, où il faisait référence non seulement à nos frères en Afrique, mais aussi à l'histoire commune de tous les Africains. L'activiste et missionnaire afro-américain Daniel Cooker réfutait publiquement les arguments esclavagistes dans un dialogue entre un Virginien et un pasteur africain, entre parenthèses 1810. David Marquette, un autre missionnaire africain, prêcha un message de libération révolutionnaire africaine des deux côtés de l'Atlantique dans les années 1770, tant à Londres qu'en Caroline du Sud et en Géorgie. On disait de lui qu'il ne pouvait pas supporter que ses frères de couleur soient esclaves, et de lui-même il affirmait qu'il avait été appelé pour libérer son peuple de l'esclavage. Les ouvrages les plus vendus d'Equiano et de Cucuano avaient aussi pour le but de saper le racisme et qui légitimait l'esclavage, de même que d'attaquer la traite négrière et l'esclavage. Ces ouvrages étaient parfois le fruit d'un travail collectif mené dans l'intérêt de tous les Africains et exerçait une large influence. En effet, Equiano, qui était plus généralement connu sous son nom d'esclave, Gustavus Vassa, avait formellement repris son nom africain, Oloda Equiano, et s'était baptisé l'Africain, comme il explique dans son Interesting Narrative of the Life of Oloda Equiano. Comme d'aucuns l'ont souligné, l'autodésignation africain fut l'un des premiers éléments de la nouvelle pensée panafricaniste au XVIIIe siècle au sein de la diaspora. Ce qui est devenu important n'était pas une simple identité nationale du Fanti Igbo ou Yoruba, mais la nouvelle identité panafricaniste commune africaine. C'est manifestement le cas des francs-maçons chrétiens et activistes africains tels que les Sons of Africa, ainsi que les écrivains eux-mêmes. En outre, malgré le racisme anti-africain dominant l'Afrique fut souvent présentée de manière positive dans les œuvres d'Equiano, Phyllis Whitley 1753-1784, James Groniswow 1705-1775 et d'autres. Une nouvelle forme africaine du christianisme liant souvent les communautés favorisa l'apparition d'une conscience panafricaine croissante dans le monde anglophone, notamment en Grande-Bretagne, en Amérique du Nord, dans les Caraïbes et en Afrique de l'Ouest. Cependant, il se pourrait que l'épisode le plus marquant de ce combat contre le racisme et le système esclavagiste durant cette période soit la révolution qui avait éclaté en août 1791 dans la colonie française de Saint-Domingue aux Antilles. Ce combat révolutionnaire déboucha finalement en août 1791 sur la naissance d'Haïti, toute première république noire du monde moderne et deuxième pays indépendant de l'hémisphère américain. Ces révolutionnaires africains ayant vaincu les armées les plus puissantes d'Europe, entre parenthèses Grande-Bretagne, France et Espagne, la révolution réfutait toute idée raciste d'infériorité africaine. Cette victoire éleva Haïti au rang d'icône pour tous les afro-descendants et produisit de nouveaux héros
1820 et Alexandre Piéton 1770-1818. Le principe d'égalité des droits humains est inscrit dans la Constitution d'Haïti et en fait un refuge pour tous les Africains. De fait, au début du XIXe siècle, plusieurs milliers d'Afro-Américains en provenance de Philadelphie et d'autres villes américaines émigrent en Haïti. Haïti faisait aussi office de base de combat mené par certains des plus grands intellectuels et hommes d'État du pays, tels Athénor Firmin et Benito Sylvain, 1868-1915, contre l'idéologie du racisme. La révolution haïtienne pourrait également être considérée comme une forme embryonnaire de panafricanisme, d'unité africaine, au même titre que d'autres actes libérateurs menés par des esclaves pendant cette période, comme la révolte des Malais au Brésil en 1835. Un historien qualifia cette résistance dans les Caraïbes de guerre des 200 ans, ou encore lutte interminable engagée par les Africains et leurs descendants afro-antillaises contre les propriétaires d'esclaves. La révolution haïtienne réunit des Africains venant de différentes contrées du continent africain à ceux qui étaient nés dans les Caraïbes. Ils y plantèrent leur propre langue de communication, pratiques religieuses et vision du monde. Et ils parviennent à poursuivre une lutte et conserver une vision de la liberté pendant plus d'une décennie. Les diverses communautés de nègres, marrons ou groupements d'anciens esclaves africains libérés éparpillés sur les continents américains et africains de l'époque contemporaine peuvent être considérés comme d'autres formes embryonnaires d'unité panafricaine. La plus célèbre des communautés était Palmares, je sais pas comment on dit, au Brésil, un royaume africain où des milliers de refuges africains fugitifs de divers horizons trouvèrent refuge pendant près d'un siècle jusqu'à sa déconstruction par invasion en 1694. Attendez, ça je veux retenir, je vais mettre un petit post-it. Hop. Hop. Quand je mets un post-it vert, c'est quand je veux retenir les dates et les noms, genre. En fait, non, attendez. Cependant, Palmares, je sais toujours pas, n'est pas un exemple isolé et nombreuses étaient ces communautés africaines en Amérique du Sud, diversement appelées quilombos, colombes, palenques, que l'on peut aussi considérer comme des formes embryonnaires de panafricanisme. La révolution haïtienne en a manifestement inspiré plus d'un. Prince Hall, par exemple, évoqua de manière positive les événements révolutionnaires de Saint-Domingue et les luttes menées par ceux qui les appelaient nos frères africains. Nanny Craig, l'un des cerveaux de la révolte des esclaves africains, entre parenthèses menée par Boussa à la Barbade en 1816, incita ses camarades à passer à l'action, comme ils l'ont fait à Saint-Domingue. Cette révolution semble avoir eu une influence directe sur José Antonio Aponte, 1760-1812, et ses camarades, qui organisèrent une grande révolte à Cuba en 1812, de
les éclaircissements et appelle ses frères opprimés et assoupis à suivre l'exemple d'Haïti pour se libérer. Je pense qu'on va s'arrêter là. On est déjà à 43 minutes. C'est long. Waouh, j'espère que vous avez compris parce que c'est un livre historique. Donc c'est un peu compliqué, il y a plein de prénoms, plein de dates. En plus, je sais pas très bien lire, je lis pas très bien parce que j'ai pas mes lunettes. Donc je vois assez flou. Donc je fais beaucoup de pauses et tout. Enfin bref. On va mettre un petit post-it. Si vous voulez, il y aura une partie 2. Sur ce, moi je